Je vais vous parler de politique et de création. Ah pardon, de politique et de création. Voilà. Je ne suis pas mathématicien, je suis psychanalyste. J'ai simplement lu Récolte et Sommeil. Et ce qui m'y a intéressé, c'est surtout ce que Grothendieck élabore, il a construit pas à pas dans sa méditation sur cette question de la création proprement dite mathématique. Qui... Je vais le prendre dans la main. Ouais. Attends, j'ai 10 minutes, donc il faut que je me concentre sur la technique. Voilà. Et là, ça va? Ouais. Moi aussi, je m'entends là. Donc je reprends tout. Non, je disais que j'allais parler de création et de politique parce que c'est ce qui m'a paru le plus proche de ma fibre. On parlait des fibrés dans le livre de Grothendieck. Et donc, il y a une phrase qui revient souvent où il dit que dans son propre travail mathématique, et il entend surtout dans les moments créateurs, c'est la note féminine qui domine. Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Ouais, non, je plaisante. Je vais vous parler de la place du féminin dans l'éthique d'Alexandre Grothendieck et dans son rapport intime avec ce qu'il appelle au féminin la mathématique, qu'il distingue bien des mathématiques. Et donc il va être question de corps, vous en parliez, de corps, de ce qui affecte le corps, de ce qui vient l'habiter. Et ce sont des questions de la création au sens fort, de l'émergence poétique, contre ce qui veut arrêter cette émergence. Et les forces qui veulent arrêter cette émergence, il en parle comme à la fois un conflit interne, subjectif, et comme des forces politiques. Ce qui nous fera croiser en fin de parcours la destruction politique la plus radicale des corps. Alors je vais commencer par vous parler du jubilé, enfin de la manière dont il a analysé le texte qui est paru pour le jubilé en 1983 de l'IHES, qu'il prend comme exemple princeps de la manière dont ont été traités par les plus hautes instances mathématiques de deux polarités primordiales d'un conflit entre deux forces qu'il appelle lui-même pulsionnelles, donc des forces opposées. Et donc il dit que l'esprit de cette brochure est l'exemple même d'une vaste opération politique au sein du monde mathématique des années 70-80. J'aimerais bien avoir votre avis après, hein, parce que là j'ai que le sien. Visant à l'oubli de son nom et surtout de son style de mathématicien. Son style, c'est très important pour lui. Avec l'hypocrisie de l'hommage rendu au maître sans pareil qu'il a été. Et donc, c'est à l'analyse de cette tentative d'effacement qui est consacré l'essentiel de sa méditation dans Récolte et Sommeil, et une méditation sur cette dualité pulsionnelle, féminin-masculin, où il ferait beaucoup de références au taoïsme, et je pense que c'est un peu l'arrière-plan philosophique le plus explicite. Il y en a sûrement bien d'autres, mais là c'est vraiment explicite. Donc une dualité yin-yang. Apprendre féminin-masculin dans un sens conceptuel et métaphorique, et pas comme une réalité.
Donc il explique, parce qu'il est quand même étonnant, parce qu'il dit qu'il n'a pas lu Freud, etc. Mais on dirait que dans l'analyse des relations de transfert que ses collègues, ses élèves ont eu auprès de lui, alors comme tout ce qu'il fait, je pense qu'il rentre dans les détails les plus intimes des choses et qu'il peut passer des mois sur un petit détail. Et donc il décortique les relations, surtout de Pierre Deligne à lui. On dirait qu'il redécouvre à sa façon la psychanalyse, quoi. Que les notions de refoulement, de transfert, d'inconscience sont omniprésentes. Et donc ce conflit, il explique que, alors bien sûr, que ça organise la subjectivité de chacun et l'autre politique, la civilisation. Et une chose qui m'a intéressé, évidemment, c'est dans le travail mathématique, et dans le rapport aux mathématiques, et dans le rapport à la créativité, comme si le rapport à la mathématique, en tout cas le sien, était l'expression de cette dualité pulsionnelle, et que ce qu'il appelle la mathématique elle-même, dont il parle comme une substance, presque dans un sens métaphysique, je vais le dire tout à l'heure, elle-même est structurée par cette dualité. Il y a une continuité dialectique en fait entre l'intérieur et l'extérieur tout le temps. Je vais le citer à propos de ce avec quoi il s'oppose dans cette brochure qui avait été éditée pour le jubilé de l'IHES. Donc il dit qu'on y voit s'affirmer le culte de certaines valeurs. Ainsi, ce qui est mis en relief à propos des conjectures de Weil, prouvées par Deligne, c'est leur difficulté. Et c'est là où il se détache de ça, où il dit non leur beauté, leur simplicité, et surtout les vastes perspectives qu'elles ouvraient dès le moment déjà où elles furent énoncées par Weil. C'est l'extraordinaire cohérence interne de ces conjectures et les liens insoupçonnés précédemment qu'elles font entrevoir, qui en ont fait une source d'inspiration tellement puissante et féconde pour des générations de mathématiciens après lui. Donc, ce qu'il appelle les valeurs exaltées dans ces textes sont d'abord et avant tout celles du pouvoir de l'intellect et du savoir, qui glorifient la performance démonstrative et qui sont les valeurs que Grothendieck voit dominer de plus en plus le monde des mathématiques dans les années 70-80, et plus généralement, il le dit explicitement, la civilisation, la nôtre, mais aussi, il parle de l'URSS, la Chine, il dit que c'est le même problème, la civilisation dans son ensemble. Cette tendance donc à exalter les forces, la puissance de l'intellect, de la raison, de la logique, contre l'intuition. C'est en quelle année ça? Ça, il l'écrit en 83. Il l'écrit en 83, mais c'est un constat qu'il avait commencé à faire déjà depuis une vingtaine d'années. Alors donc, ces valeurs-là, c'est celles régulièrement qu'il va qualifier de masculines, et celles qu'il va qualifier de féminines sont exactement leur opposé. C'est donc celles dont il a parlé à propos des conjectures de Weil selon son point de vue, et c'est en fait les valeurs de la création authentique, c'est-à-dire dans ses propres termes, et ce qui est important pour lui, des grandes visions, des vastes visions unificatrices et du rêve. Alors je voudrais faire une petite parenthèse, parce qu'il sera beaucoup question, j'en ai déjà parlé de féminin, masculin, etc. Il faut être prudent. Déjà, donc ces épithètes de genre, dans le texte, sont toujours entre guillemets. Et je pense que, en tout cas, moi ça m'a aidé en ce sens, pour éviter d'essentialiser trop vite, trop facilement,
de supposer genre sexuel, alors qu'il s'agit de concepts abstraits et de poésie. Concepts abstraits comme le sont les formules de la sexuation, qui ne sont pas autre chose qu'un opérateur logique de mise en continuité de l'opposition entre des logiques prédicatives et essentialistes, d'une part, et des logiques imprédicatives et anontologiques, d'autre part. Hier, on parlait de logique à tiers inclus, tiers exclu. Je viens d'en inventer une, c'est exclu. Donc la sexuation, c'est une affaire abstraite. Et la question de comment des corps s'affectent de ces logiques, j'insiste tout le temps là-dessus, ça n'est l'affaire d'aucun réalisme social ou biologique. Donc ça concerne hommes et femmes, et le meilleur ami de l'homme. Donc je vais vous parler de la manière dont il parle de la création à l'état pur, il dit. En tout cas, si on se concentre sur ce point-là, en mettant de côté les autres aspects du travail mathématique. Dans son travail de création mathématique, ça n'est pas un effort de logification et de construction du savoir. Le style Grothendieck, c'est selon ses termes, une approche créatrice d'une substance inconnue. Et moi, quand j'entends substance, et c'est vrai qu'au fil du texte, quand il parle de la mathématique, c'est pas que Spinoza, mais c'est un terme métaphysique. Rien ne nous interdit de l'entendre comme métaphysique. Parce quand il en parle, on entend une nature infinie, expressive, existentielle. Et moi, j'ai dit métaphysique surtout, parce que, telle qu'il en parle, elle n'a pour essence que d'exister, comme telle, avant d'exprimer quoi que ce soit, ou de se manifester sous aucune forme. Il parle de son style comme vous en avez parlé juste avant, d'une disponibilité intense, d'un accueil, d'une écoute de ce qui bruisse de cette substance, qu'il appelle la mathématique. La mathématique, pour lui, est une substance qui m'a paru transcendante, indépendante du savoir mathématique proprement dit. Ainsi, le mathématicien en tant que créateur n'est pas un savant ou un technicien de la logique des démonstrations. Il est d'abord celui qui est disposé à se faire, au sens pulsionnel, à se faire l'hôte d'une émergence de la mathématique. Et là, je lui ai mis un grand L. Que je propose d'écrire à la manière de Lacan en un seul mot, et je m'en servirai après, la mathématique. Pour la substantifier. Pourquoi ne pas l'appeler N apostrophe N apostrophe âme mathématique. Ou la mathématique aussi. L'âme. Oui, mais moi j'en rajoute. Oui, oui. Mathématique. Non, c'est l'âme avec Oui, oui, moi je l'ai fait comme ça. Ou l'âme athématique. Oui, c'est ça, voilà. C'est l'âme mathématique. Voilà. Il y en a un, deux, il y en a un troisième. Moi je l'ai fait comme ça aussi. Privatif. Il y a aussi, on peut mettre aussi. A comme privatif. Ouais. Pas accent, A comme privatif. A privatif. Là je l'ai attaché, là j'ai mis un privatif. Comme ça. Et là, Alain Cohen a proposé l'âme athématique. Oui, oui, l'âme athématique.
À la base. L'exercice pour le Quoi Celle-là, je ne l'ai pas comprise. Ah, la mathématique. La mathématique. Comment il parle de ça, de cette substance, la mathématique? Alors voilà ce qu'il dit. Quelque chose de nouveau fait. Enfin, c'est plutôt, il parle de son rapport à cette substance. Quelque chose de nouveau fait son apparition par l'effet d'une attention intense, d'une sollicitude, d'un respect pour cette chose fragile, infiniment délicate, sur le point de naître. C'est la partie créatrice entre toutes. On dirait entendre Giacometti. Et cette même rigueur, cette même attention vigilante se dirige vers la spontanéité. Ce qui véritablement jaillit des couches profondes de l'être, de la pulsion originelle de connaissance et d'action, nous portant à la rencontre du monde. Un travail tâtonnant bien souvent, surtout en ces moments sensibles où affleurent à peine perceptibles quelque intuition sans nom encore et sans visage, premières idées et intuitions élusives et réticentes à se laisser saisir dans les mailles du langage. Alors que c'est justement le langage adéquat pour les saisir avec délicatesse qui souvent fait encore défaut. C'est un tel langage avant toute autre chose qu'il choisit alors de se faire condenser hors d'un apparent néant de brume impalpable. C'est-à-dire que là, il parle aussi alors du coup, du travail, ce qu'il appelle le travail mathématique plus large, et c'est de la mise en rapport entre cette visite dans son corps de cette substance mathématique et le moment de l'écriture et de la rationalisation, et démonstration, etc. Mais il distingue vraiment très clairement les deux dimensions du travail, mais elles sont dialectiques. Thérèse d'Avila disait la même chose. Elle avait son secrétaire. Donc il parle du travail du mathématicien comme un champ pulsionnel, avec ces deux modalités, féminine, masculine. Et donc Yin et Yang, parce que depuis qu'il a commencé une méditation sur le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching. Oui, je sais, Te Ching. En 78. Et alors, à contrario de ce qu'il vient de dire là, apparemment, et il explique comment faire des maths, il dit, c'est la plus yang, la plus masculine parmi toutes les activités humaines, parce que, et en général, toute activité intellectuelle. Mais, que dans le genre, les maths sont vraiment l'extrême. Parce que, en tant que pure abstraction, en tant que sans rapport à aucune expérience, à aucun prise de point de vue sur le monde extérieur, il dit monde extérieur dans lequel se meuvent nos corps. D'ailleurs, dans son rapport du corps à l'esprit, il y a un moment donné où il montre comment ça se passe dans sa chair. À force, on a rappelé hier qu'il passait des nuits d'insomnie, pas parce qu'il était en train de travailler ou préparer un examen ou je sais pas quoi. C'est parce qu'il ne voulait pas arrêter la logification de l'intuition. Parce que sinon, il repartirait après avoir dormi d'un autre point de vue. Il ne voulait pas lâcher le point de vue. Et donc ça a failli tuer plusieurs fois ça, en vérité. Et il y a eu des moments où il a dû arrêter. D'ailleurs, peut-être qu'il a arrêté le groupe d'écologie qui s'appelait Survie et trucs. Survivre et vivre. Survivre et vivre, c'est de l'écologie, mais c'est peut-être parce qu'il a arrêté un peu cette monstruosité de travail pour se vivre lui-même. Et donc, cette dualité de concepts, donc, dans les concepts qui concernent le travail intellectuel, il y a par exemple surtout intuition logique, sensibilité, raison, instinct, réflexion. Et il explique que c'est toujours le second terme, le terme yang, masculin, qui prédomine
dans une activité intellectuelle et abstraite comme les mathématiques ou la philosophie. Et aussi le fait qu'en mathématiques, tout est parfaitement démontré de manière codifiée avec une méthode et que ça aboutit à des certitudes. C'est-à-dire qu'on peut amener aucun doute par rapport à ce qui a été prouvé. Peut-être, en tout cas, dans des mathématiques un peu standards. Je ne sais pas si, après, à certains niveaux, il peut y avoir... Mais en tout cas, il en parle comme quelque chose d'indubitable. Et l'indubitable, c'est assez phallique. Et si, mais lui, justement, c'est pour ça qu'il prend bien soin de distinguer le travail mathématique de la mathématique. Et je vais le citer encore une fois. Il explique que pour le mathématicien au sens propre du terme, j'entends pour celui qui fait des mathématiques, comme il ferait l'amour. Il n'y a en effet aucune ambiguïté sur la distribution des rôles dans sa relation à la mathématique, à la substance inconnue donc, dont il fait connaissance, qu'il connaît en la pénétrant. La mathématique est alors aussi femme qu'aucune femme qu'il ait connue ou seulement désirée, dont il a senti la mystérieuse puissance, l'attirant en elle, avec cette force à la fois très douce et sans réplique. Je me suis aperçu pour la première fois de l'identité profonde entre la pulsion qui m'attirait vers la femme et celle qui m'attirait vers la mathématique, quelques mois avant la rencontre avec les strophes du Tao Te Ching. Bravo. Moi, ce que je pense de cette substance, la mathématique, qui donc n'est pas le savoir et la totalité des textes mathématiques démontrés depuis l'Antiquité, logiquement attestés, la mathématique, c'est pas ça. La mathématique excède ce savoir. Donc elle excède les mathématiques au sens du travail en général, en tant que savoir. Parce qu'elle transcende le texte mathématique. Le texte mathématique n'est qu'une expression passée par le mathématicien qui s'est laissé inviter, une expression qui a été traduite par le langage. Et donc, la mathématique comme substance est le grand autre du savoir mathématique en extraterritorialité. Et par rapport à ça, il est très critique envers le travail de certains autres, et en particulier, il prend l'exemple, il appelle, c'est lui qui dit ça, hein, une certaine fermeture d'esprit chez Jean-Pierre Serre, qui a beaucoup limité la profondeur et la portée de son œuvre à partir des années 60. Et ça éclaire beaucoup cette extraterritorialité de la vision mathématique par rapport à la dimension rabougrie du savoir mathématique. Donc il dit à propos de Serre, « Je sens un lien entre cet aspect de fermeture vis-à-vis d'approche de la mathématique différente de la sienne et un propos délibéré qui s'est développé en lui peu à peu, d'enfermer son appréhension des choses mathématiques et de la mathématique dans une vue purement technique ou techniciste, en se fermant à tout ce qui s'apparente à une vision. » Ça va être très important par la suite. À quelque chose donc qui dépasserait l'énoncé tangible, immédiat, prouvable, ou prenant la forme de la conjecture pure et dure, au contour entièrement tranché, close en somme. Cette attitude-là, il dit que c'est l'attitude machiste poussée à l'extrême. Et il déplore, je le cite encore, il déplore que l'avènement de l'esprit techniciste à outrance que je vois sévir dans les années 70 et 80, le seul de nos jours qui soit encore toléré,
Alors que toute approche de la mathématique est devenue toute autre approche de la mathématique est devenue objet de dérision générale. Je veux rajouter quand même, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire pour les psychanalystes, c'est que quand Grothendieck s'est retiré dans les Pyrénées en 1990, le village qu'il a choisi d'habiter s'appelle La Serre. Ouais. Mais il dit qu'il est très proche de Serre et que c'est celui qui l'a le plus serré. Il a serre à la fin ou il l'a laissé finir? Oui, la Serre en féminin, c'est vrai. Il y a un mec des arts qui pas s'appelle serré. la serre. Si, c'est les pires aînés. C'est les Grecs encore. Bon alors, je vais conclure. Bien que j'avais pas mal de choses encore à dire, mais je vais conclure. En disant, en parlant de... Donc, ce qu'il dévoile petit à petit enfin ce qui se dévoile à lui en fait, petit à petit dans la pratique mathématique, il le généralise en disant que c'est d'une part une dégradation, donc comme on l'a vu, de l'abord des mathématiques, mais il dit que c'est en lien, et pour les mêmes raisons, avec une dégradation culturelle dans toute la civilisation. Cette dégradation culturelle, c'est cet hypermachisme qui éradique, qui est négateur de la dimension féminine. Et il reprend le terme freudien de refus du féminin, des valeurs féminines. Et pour parler de cette... pour théorie, il y a une petite note où il donne des bribes, un fil à tirer pour théoriser ça, plus avec des concepts. Et il parle, donc Claude, hier tu disais il y a peu de références en allemand dans son texte, et c'est sûrement important qu'elles soient là. Oui, oui, mais il y a 1800 pages, donc... Oui, non, mais il y en a une en particulier qui est donc qui reprend, je veux dire, c'est Verflachung. Ça veut dire aplatissement. Si on veut. Ouais, mais ça. Mise à plat. Lui, il le traduit par aplatissement. Mais c'est aussi mise à plat. C'est-à-dire un truc qui... Et vous allez voir que ça va très loin en fait. Avec une expression de Lacan. Je ne l'ai pas trouvé dans Lacan. La mise à plat du nœud. Ah, la mise à plat du nœud, oui. Je pense qu'il y a toujours un lien avec les topos et la mathématique dans tout ce qu'il dit là. J'ai pas fait le travail, mais il y a des connexions directes à faire. Mais j'aimerais avoir 5 minutes pour vous parler de ça. Alors donc, ce terme, il dit qu'il le reprend, que c'est Serre, justement, qui vient lui envoyer, il y a 15 jours, une lettre qui parle justement d'un aplatissement de la mathématique, de la pensée mathématique. Avec ce terme-là, parce que Serre le reprend d'un mathématicien qui s'appelait Siegel, allemand, Carl Siegel, et cette expression, elle est en préface des œuvres complètes d'un autre mathématicien qui s'appelle Heike. Et il dit, Grothendieck, qu'il aimerait avoir le temps un jour d'explorer cette thématique, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de fort, mais il ne le fait pas. En tout cas, il ne le fait pas dans Récolte et Semaille, peut-être qu'il l'a fait après. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de le faire moi. Et j'ai cherché des choses sur Siegel. Et alors ce Siegel, qui était mathématicien à Göttingen, donc il a étudié avec Hilbert, avec Max Planck dans les années 20,
Il a passé sa thèse avec un professeur juif, ça va compter, le professeur Landau. Et déjà pendant la Première Guerre mondiale, Siegel, c'était un rebelle. Il a refusé d'aller combattre. Et il a été interné en psychiatrie. Ensuite, il revient, il passe sa thèse. Il est adoubé comme le nouveau mathématicien, le prometteur par Landau. Et donc il est nommé professeur. Et bien sûr arrive ce qui arrive en 1933. Et là, il s'oppose à ce qui se met en place véritablement parmi les étudiants et les jeunes professeurs qui sont des mathématiciens SA avec l'uniforme, qui à l'université font plein de choses et entre autres ils expulsent et ils interdisent le professeur Landau de venir enseigner là. L'un d'entre eux, c'était un autre mathématicien qui s'appelait Haas. En 1965, ce même Haas, bien propre, postule pour rentrer à l'académie de Göttingen. Et Siegel écrit une lettre au directeur de l'académie pour rappeler en termes très feutrés mais très clairs que M. Haas n'a été membre de l'académie qu'entre 34 et 45. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Et ce qui rappelle tout le passé nazi de ce type-là. Et en particulier, il fréquentait celui qui était un peu le chef des étudiants SA à l'université de Göttingen en 1931. C'était un type qui s'appelait Ter Müller, qui lui par contre était un nazi convaincu, membre du parti avant déjà, en 1931. Il n'a pas attendu que ça soit... Il n'a pas tourné sa veste, il était déjà... Et devenu SS, qui est parti sur le front de l'Est, qui a été tué en Russie. Donc en fait, Siegel rappelle toute cette horreur. Il va falloir conclure. Pour revenir aux mathématiques, c'est un conflit politique qui a rappelé le passé nazi de ces gens-là et ce qui s'est passé. Mais c'est un conflit mathématique. Ils sont inséparables parce que Siegel se considérait de l'ancienne école, celle où l'intuition avait de l'importance et où on essayait d'avoir, un peu à la Grothendieck, d'avoir une grande vision des choses plus que de prouver des trucs. Et dans le milieu universitaire des années 50, ce qui était à la mode, c'est un peu ce que Grothendieck disait, c'est-à-dire on laisse tomber l'intuition et tout est à démontrer, logifier, c'est tout le calcul. Mais en fait, cette attitude-là, c'était l'attitude pendant la guerre, le régime nazi, des mathématiciens du régime qui, pour des raisons idéologiques, voulaient exclure l'intuition contre le formalisme. Donc quand Siegel, en 1965, dit qu'il y a un aplatissement des mathématiques, ce dont il parle, je termine, c'est en fait d'une version nazie des mathématiques contre une version classique et contre la destruction des corps à laquelle cette vision nazie des mathématiques a abouti.